Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir. Jacques Aristide à Washington. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Un journal dominé par la Journée mondiale des réfugiés, observée ce jeudi 20 juin. Voici donc les titres. De l'Afrique aux Amériques, de multiples manifestations ont lieu pour marquer l'événement sur fond de déplacements records. Le nombre d'enfants, de femmes et d'hommes déracinés par les guerres et la persécution a atteint des niveaux inédits. Reportage en RD Congo et au Nigeria tout à l'heure. Le point également avec notre invité du jour. Également dans l'actualité, l'Iran a abattu un drone de l'armée américaine, ravivant les craintes de confrontation directe entre Washington et Téhéran. Il y a plus de 70 millions de réfugiés déplacés dans le monde, un chiffre record d'après l'ONU. L'Afrique subsaharienne en abrite plus de 18 millions. La République démocratique du Congo est l'un des pays africains les plus touchés. Au Nord Kivu, le Haut Commissariat pour les réfugiés a répertorié plus de 200 000 Rwandais, Sud-Soudanais et Burundais qui ont fui leur pays. Notre correspondant, Charlie Kasereka, est allé à la rencontre de quelques-uns de ces réfugiés à Goma. Amida Dorothée a quitté son pays, le Burundi, en 2013. Pendant plus de 5 ans, elle ne s'est rendue pas même à la frontière. Veuve et mère de 3 enfants, elle vit à Goma, en RDC. Tous les travaux ménagers, c'est moi seule. Je n'ai personne pour m'aider. Avec mes 3 enfants, nous avons perdu la joie de vivre. Je vis seule avec mes enfants. C'est toujours compliqué, surtout pour avoir de la nourriture. Et donc, si je n'ai rien gagné au salon de coiffure où je travaille, je n'ai nulle part où aller. Amida Dorothée dit porter en elle les chagrins et une partie des séquelles de la guerre de son pays natal. Aujourd'hui, elle loue une maison de 2 pièces avec ses enfants à Katindodé, un quartier pauvre où l'eau coule rarement. Dans son pays, elle était pharmacienne, mais au Congo, elle n'a pas encore le droit de travailler. Grâce à la coiffure, un métier qu'elle a appris dès son arrivée à Goma, elle parvient à gagner quelques dollars pour subvenir à presque tous les besoins de son ménage. J'ai certaines clientes fidèles. C'est le seul boulot qui m'aide à payer le loyer et certains petits besoins de ma famille. Mais les études des enfants, c'est le plus grand défi. Les moments de douleur dans son foyer, c'est quand ses enfants posent des questions sur leur père. Le mari d'Amida a été tué au Burundi. C'était dans la soirée, les rebelles sont arrivés en tirant des balles. J'ai jugé bon de prendre mes enfants et de partir avec eux. La nouvelle de la mort de mon mari, je l'ai reçue quelques jours après, quand je suis arrivée ici au Congo. Quand les enfants me demandent, j'essaye d'en parler un peu. Après les derniers enregistrements biométriques de 2014, le Nord Kivu comptait environ 200 000 réfugiés rwandais, selon le Haut Commissariat pour les réfugiés. À elle seule, au 30 avril de cette année, la ville de Goma a enregistré 769 réfugiés, parmi lesquels 188 demandeurs d'asile. Pour nous parler de cette journée mondiale des réfugiés, j'accueille Romain Desclous. Il est l'un des porte-parole du HCR et il est basé à Dakar, au Sénégal. Il nous rejoint via Skype. Bonsoir. Bonsoir. Nous venons de voir une partie de la situation à Goma, en RDC, mais de manière un peu plus générale, quel est l'état des lieux du problème pour toute l'Afrique et quelles en sont les solutions dans les grandes lignes? Ce 20 juin, qui est la journée mondiale des réfugiés, c'est hélas un nouveau record que nous avons atteint avec 70 800 000 personnes à travers le monde forcées de fuir. Ces chiffres sont énormes, sont plus que l'an dernier. Et l'an dernier, nous attendions déjà à ce que ce record ne soit pas battu ni atteint. C'est là le cas. En Afrique, nous avons l'équivalent de 6 millions, un peu plus de 6 millions de réfugiés. Et nous avons 17 millions de personnes déplacées, des personnes qui sont forcées de fuir les conflits, la persécution, et qui se retrouvent de fait de l'autre côté de la frontière et sont souvent, le plus souvent d'ailleurs, accueillis par les pays voisins, par des communautés qui les accueillent, qui se font montre d'une extraordinaire générosité. Et c'est justement cet état des lieux que nous voulons aussi faire. C'est l'extraordinaire générosité des personnes, des communautés, quand elles accueillent celles et ceux qui sont forcés de fuir. C'est une valeur universelle et nous le rencontrons en Afrique plus qu'ailleurs.
Romain Desclous, je vous prie de bien vouloir rester avec nous. Cap maintenant sur le Nigeria qui accueille des dizaines de milliers de Camerounais. Ils ont fui leur pays en raison de troubles politiques. Le gouvernement nigérian annonce le début du rapatriement volontaire de certains de ces réfugiés. D'Abuja, le reportage de Timothy Obiezu, récit Salwa Jaafari. Ernest Cho était commerçant au Cameroun avant de fuir son pays avec ses 2 fils pour se réfugier au Nigeria. Cho fait partie des plus de 437 000 Camerounais qui ont dû tout laisser derrière eux à cause des violences dans le sud-ouest et le nord-ouest du pays. Aujourd'hui, il essaie tant bien que mal d'amorcer un nouveau départ. Ma maison dans le village est inhabitée. Plus personne n'habite dans mon village. Tout le monde est parti. Environ 35 000 réfugiés camerounais se trouvent au Nigeria, selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés et les responsables nigérians. Mais certains défenseurs des droits des réfugiés disent que ce chiffre ne reflète pas la réalité. Ils parlent d'un nombre 2 fois plus élevé. Une affirmation rejetée par les autorités nigérianes. Ces 35 000 personnes ne sont originaires que du Cameroun. Comme je l'ai mentionné, nous avons des réfugiés d'autres régions du monde. Dans nos registres, nous n'en avons pas 70 000. Depuis 2015, le Cameroun aurait renvoyé de force des dizaines de milliers de demandeurs d'asile dans le nord-est du Nigeria, malgré les avertissements de la communauté internationale. Yaoundé encourage aujourd'hui le rapatriement volontaire. Les autorités des Nations Unies et la CEDEAO estiment cependant que le retour ne sera pas facile. La raison pour laquelle ils se sont enfuis doit être résolue. Lorsque vous parlez, par exemple, aux réfugiés camerounais, s'ils se sentent exclus de la politique nationale, ce n'est qu'en trouvant une solution à la situation dans le pays qu'ils pourront y retourner. En attendant, des réfugiés comme Ernest Cho n'ont d'alternative que d'accepter un fait accompli, un statut de réfugié, du temporaire qui s'éternise pour eux et pour leur progéniture. Et nous retrouvons notre invité, Romain Desclous, l'un des porte-parole du HCR. Quelle lecture faites-vous du rapatriement des réfugiés en Afrique? Est-il toujours consenti? Le rapatriement des réfugiés est une des solutions que nous espérons. C'est-à-dire que la situation dans le pays qu'ils ont fui s'est améliorée, qu'ils se sentent prêts à rentrer chez eux, mais un retour qui doit être dans la sécurité et dans la dignité, et surtout volontaire. Donc, bien sûr, c'est quelque chose que nous encourageons, c'est quelque chose que nous appuyons, c'est quelque chose que nous souhaitons. Nous, tout autant que tous les partenaires, les pays qui accueillent ces réfugiés, mais également les pays qui sont d'origine. C'est une dynamique qui se passe. D'ailleurs, en ce moment, ce jour même, nous assistons à un retour volontaire de plus d'une centaine de réfugiés ivoiriens qui retournent en Côte d'Ivoire. C'est un mouvement qui dure depuis plusieurs mois et depuis plusieurs années. Donc, c'est quelque chose que nous notons dans le continent, dans la région d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et c'est bien sûr quelque chose que nous poussons. C'est l'une des solutions durables. C'est celle qui est préférable parce que cela veut dire que le conflit, la source de ce mouvement forcé, a été résolue. Et c'est ce qui est préférable. Mais toutefois, les solutions durables pour les réfugiés, quand ils ne peuvent pas rentrer, c'est l'intégration dans les pays qui les ont accueillis ou, très rarement, quand c'est possible, une réinstallation. Il y a tellement à dire sur ce sujet. Romain Desclous, vous êtes l'un des porte-parole du HCR et vous êtes basé dans la capitale sénégalaise. Je vous remercie. À très bientôt. Ailleurs dans l'actualité, dernière ligne droite en Mauritanie pour la présidentielle de ce samedi. La campagne électorale prend fin ce soir à minuit. Les 6 candidats qui s'affrontent au premier tour tiennent leur dernier meeting. Il s'agit de l'ancien général Mohamed Cheikh Mohamed Ahmed, compagnon d'armes et dauphin du chef de l'État sortant, Mohamed Ould Abdel Aziz, de l'ex-premier ministre Sidi Mohamed Boubacar, de l'opposant historique Biram Abeid, du dissident Mohamed Mouloud, du journaliste Baba Hamidou Khan et du technocrate Mohamed Lemine.
Les tensions se sont encore accrues aujourd'hui entre Téhéran et Washington. L'Iran affirme avoir abattu un drone américain qui se trouvait, selon lui, dans son espace aérien, ce qui a provoqué une vive réaction du président Donald Trump. Il évoque une énorme erreur. Davantage avec John Linden. L'appareil a été abattu mercredi matin dans le sud de l'Iran, selon les autorités militaires iraniennes. Il a été abattu, ajoute Téhéran, par un missile au-dessus de la mer d'Oman après avoir violé l'espace aérien iranien. Washington a confirmé que l'Iran avait effectivement abattu un drone américain, non sans rejeter la thèse du viol de l'espace iranien. Pour le Pentagone, l'appareil se trouvait dans l'espace aérien international et les informations iraniennes selon lesquelles l'engin aérien survolait l'Iran seraient donc fausses. La violation des frontières iraniennes est la ligne rouge à ne pas franchir, a prévenu le général de division Hossein Salami, commandant en chef des gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique. Réagissant à ce feuilleton et aux menaces de recours à la force contre l'Iran brandies par les États-Unis, le président russe Vladimir Poutine a mis en garde ce jeudi, estimant que cela serait une catastrophe pour la région. Ces dernières semaines, la tension s'est accrue entre les États-Unis et l'Iran et rien ne dit que cet incident de drone abattu sera le dernier. Une première pour un président chinois depuis 14 ans. Xi Jinping est en visite en Corée du Nord. Il a eu droit à un accueil chaleureux aujourd'hui dans les rues de Pyongyang. La télévision chinoise CCTV a montré le dirigeant chinois et son homologue Kim Jong-un traversant la capitale, debout dans une limousine décapotable. Sous les vivas de la foule, les deux hommes ont posé devant les drapeaux des deux États avant de s'entretenir autour d'une table accompagnée de leur délégation avec en point de mire le programme nucléaire nord-coréen qui vaut au régime d'être mis au banc des nations. Pékin, qui applique les sanctions internationales, demeure cependant le seul allié important de Pyongyang. En Grande-Bretagne, l'ex-ministre des Affaires étrangères Boris Johnson et l'actuel détenteur de ce portefeuille, Jeremy Hunt, ont été choisis par les députés conservateurs britanniques pour briguer la succession de la première ministre Theresa May. À l'issue d'un 5e vote ce jeudi, Boris Johnson a conforté sa large avance avec 160 voix, suivi par Jeremy Hunt, 77 voix, qui n'a battu que d'un cheveu le troisième candidat, le ministre de l'Environnement Michael Gove, 75 voix. Les deux finalistes seront à présent départagés par les membres du parti d'ici à la fin de juillet prochain. Nous retournons en Afrique, en Libye. Khalifa Haftar n'en démord pas. L'homme fort de l'Est du pays affirme qu'il va continuer son offensive pour conquérir Tripoli. Il dit rejeter l'initiative de sortie de crise proposée par son rival politique, Fayez al-Sarraj, chef du gouvernement d'union nationale, le GNA reconnu par la communauté internationale. Le maréchal Haftar indique que son offensive ne s'arrêtera pas avant que tous ses objectifs ne soient atteints. Il se dit confiant dans la victoire et la possibilité d'une phase politique après les combats. Depuis le 4 avril dernier, les affrontements ont fait plus de 653 morts. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mille merci pour votre fidélité. Voyons le sommaire de la seconde partie de votre journal en cette journée mondiale des réfugiés. Dans la rubrique santé, gros plan sur les réfugiés et le VIH-Sida avec un cri d'alarme en Ouganda, pays qui abrite le plus grand nombre de personnes déracinées en Afrique. Le programme alimentaire mondial à l'aide des femmes réfugiées au Cameroun avec un service de transfert d'argent par téléphonie mobile. Et quand le football aide les réfugiés à s'intégrer, coup de projecteur tout à l'heure sur un tournoi très particulier qui a lieu dans la capitale américaine. Aujourd'hui, c'est jeudi et comme tous les jeudis, nous recevons notre collègue Mohamedou Oumfa pour la rubrique consacrée à la santé. Bonsoir Mohamedou. Salut Jacques. Ça va bien? Ah, ça va. Parce que vous savez qu'il y a une journée mondiale aujourd'hui. Oui, la journée mondiale des réfugiés. Absolument. Alors avec vous, nous évoquons la santé de cette catégorie de la population mondiale qui est vulnérable à de nombreuses maladies, Mohamedou. Oui, Jacques, on parle de plus de 70 millions de personnes dans le monde, selon le Haut Commissariat pour les réfugiés, des personnes qui fuient les guerres et autres conflits et qui vivent parfois dans des conditions souvent précaires. Alors, le plus gros problème, Jacques, de ces personnes, c'est l'accès à de l'eau potable ainsi qu'aux services d'assainissement. Elles sont de ce fait exposées au risque de maladies à transmission hydrique comme le choléra. Alors, pour les personnes qui vivent dans les camps de réfugiés, l'insalubrité, la promiscuité, les conditions de vie et d'hygiène les exposent aux maladies comme la gale, la rougeole, la tuberculose, pour ne citer que les maladies les plus récurrentes. Alors, les personnes atteintes de maladies chroniques, telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète et le cancer, et qui ont besoin de traitements à long terme, se retrouvent souvent sans soins ou avec une prise en charge insuffisante. Et il y a aussi des enfants de moins de 5 ans qui font partie des groupes les plus vulnérables, qui sont exposés à la malnutrition et à la diarrhée. Alors, terminons en soulignant, Jacques, qu'un grand nombre de ces personnes n'ont pas accès au vaccin, ce qui entraîne une augmentation du nombre de cas de maladies évitables par la vaccination, telles que la rougeole et la poliomyélite. Il y a donc, Jacques, beaucoup de maladies qui montrent que le volet sanitaire doit avoir une place centrale dans la gestion humanitaire des réfugiés dans le monde. Oui, de nombreuses maladies donc, Mohamedou. Mais vous n'avez pas encore parlé des infections sexuellement transmissibles. Oui, Jacques, vous faites bien de le mentionner parce que les infections sexuellement transmissibles sont un problème plus accentué parmi les réfugiés fuyant la guerre, avec les femmes qui sont parfois victimes de viols ou qui se prostituent dans les camps des réfugiés pour survivre. Alors, je vous propose d'aller en Ouganda, un pays qui abrite la plus grande population de réfugiés d'Afrique, avec 1 250 000 personnes, principalement des Sud-Soudanais. Alors là-bas, les agents de santé avertissent que les réfugiés infectés par le VIH-Sida ne bénéficient pas correctement du suivi et du traitement. Alors pourquoi? Voici les réponses, Jacques, dans ce reportage de VOA réalisé par Halima Atoumani dans le district d'Adjoumani, un reportage que j'ai repris pour vous. Rose Amoni est une réfugiée sud-soudanaise de 45 ans. Vivant avec le VIH depuis 20 ans, elle connaît les effets néfastes que le virus du sida peut avoir sur les personnes infectées. Son mari l'a infectée, puis est décédé du sida, laissant à sa charge leur fille séropositive. J'ai d'autres enfants. Faute de moyens pour payer les frais de leur scolarité, la plupart d'entre eux se sont mariés jeunes. En Ouganda, la pauvreté est le plus grand défi pour les réfugiés séropositifs qui, comme Harmonie, connaissent leur statut et sont sous traitement. D'ailleurs, des agents de santé ougandais du district d'Adjoumani affirment que moins de 1000 réfugiés séropositifs sont répertoriés, mais au moins le double de ce nombre de personnes seraient infectées. Pour ces agents de santé, c'est à cause de la méconnaissance de la maladie que de nombreux réfugiés refusent de faire le test du sida ou de prendre connaissance des résultats des dits tests. Certains réfugiés sud-soudanais croient que le VIH-Sida est une maladie des Ougandais et que cela ne les affectera peut-être pas. En 2015, les agents de santé du district d'Adjoumani ont enregistré moins de 200 cas de VIH, mais ce nombre a plus que triplé après l'afflux de 200 000 réfugiés sud-soudanais fuyant la guerre.
Le flux de réfugiés en provenance et à destination de l'Ouganda complique la lutte contre la propagation de la maladie. Lorsque vous commencez un traitement, certains patients se rendent d'abord au Soudan, de l'autre côté de la frontière. Ils reviennent après un certain temps lorsqu'ils sont très malades, ce qui rend difficile leur suivi et favorise la résistance du virus. Les agents de santé ougandais affirment que le défi consiste à éduquer les populations qui ignorent que le dépistage et le traitement sont nécessaires pour empêcher le VIH de se propager parmi les réfugiés qui sont exposés au virus. Merci bien Halima Toumani pour ce reportage. Merci bien Mohamedou. Vous revenez Jacques. jeudi prochain. Jeudi. Mais pour le moment, vous n'allez nulle part ailleurs. On me dit que le Cameroun, c'est un pays que vous connaissez bien. Oui, Jacques, je suis très content aujourd'hui parce que les Lions indomptables ont remporté le match et se qualifient pour les huitièmes de finale. Et Yacouba Ouedraogo va en parler encore tout à l'heure. Oui. Alors, cap sur le Cameroun, justement, Mohamedou, où on déploie des efforts pour rendre les réfugiés autonomes. Eh bien, à cet effet, l'aide alimentaire a été remplacée par des transferts d'argent via le téléphone mobile. Un grand avantage pour les femmes qui ne dépendent plus de leurs époux pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Du camp de Gado, près de la frontière centrafricaine, un reportage d'Anne-Mireille Zouanke, relaté par Michel Joseph. Djenaba Abdoulaye, une réfugiée centrafricaine, habite au camp de Gado, dans l'est du Cameroun. Elle n'a plus besoin de demander de l'argent à son mari pour la ration quotidienne. Lorsqu'elle fait ses emplettes hebdomadaires, elle utilise l'argent que les responsables du camp transfèrent directement dans son téléphone portable. Ce programme nous aide beaucoup. Nous sommes un ménage polygame comprenant 3 femmes et notre époux devait au départ récupérer l'aide alimentaire, puis nous la distribuer. Maintenant, chaque femme a son téléphone et il reçoit l'assistance financière pour ses enfants et elle, et on dispose comme elle l'entend. Les agences caritatives du Cameroun ont introduit en 2016 l'aide humanitaire sous forme de transfert d'argent mobile dans un souci d'efficacité. Le PAM assiste actuellement environ 48 000 réfugiés par transfert d'argent mobile. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'argent liquide devient de plus en plus important dans l'appui du PAM. Il donne aux bénéficiaires le choix des aliments disponibles. Le transfert d'argent mobile en faveur des réfugiés n'est pas spécifique au camp du Cameroun, mais pour les réfugiés centrafricains qui sont en grande partie de tradition polygame, les femmes sont chacune traitées comme chefs de famille et de la sorte autonomisées. Le programme me permet de me prendre en charge et de m'occuper de ma famille. Je ne dépends plus de l'aide alimentaire. Grâce à ce programme, je peux m'acquitter des frais scolaires de mes enfants et équiper ma maison. Bien que limitée par les difficultés du réseau téléphonique, l'utilisation des transferts d'argent mobile en faveur des réfugiés est appelée à s'accroître, donnant ainsi aux réfugiés un plus grand choix alimentaire dans la mesure où ils peuvent ainsi acheter ce qu'ils veulent réellement consommer. On l'a annoncé tout à l'heure, et bien sans plus tarder, nous retrouvons Yacouba Ouedraogo pour toute l'actualité sportive du jour. Bonsoir Yacouba. Bonsoir Jacques et bonsoir à vous, amis sportifs. Nous sommes à la veille de la CAN 2019 et les choses bougent. La secrétaire générale de la FIFA va évaluer la CAF en pleine tourmente. La dirigeante sénégalaise Fatma Samoura a été nommée déléguée générale pour l'Afrique à partir du 1er août pendant 6 mois pour superviser la CAF secouée par des polémiques de scandale ces derniers mois. L'annonce a été faite par les 2 instances. Et on va tout de suite suivre Mouad Hadji, le secrétaire général de la CAF justement, qui a lu le communiqué conjoint CAF-FIFA. La CAF et la FIFA ont décidé de nommer d'un commun accord la secrétaire générale de la CAF, de la FIFA, Madame Fatma Samoura, en tant que déléguée générale de la FIFA pour l'Afrique pour une période de 6 mois, à compter du 1er août 2019 jusqu'au 31 janvier 2020, renouvelable avec l'accord préalable des 2 organisations. Et puis, lors de cette CAN, l'assistance à l'arbitrage vidéo sera utilisée à partir des quarts de finale de cette CAN Égypte 2019. Au début, c'était prévu pour les demi-finales, mais nous avons exigé qu'il faut aller un peu plus en avant. Le comité exécutif de la CAF a décidé donc de
faire appliquer cette VAR dès les quarts de finale. C'est ce qu'a déclaré Ahmad, le président de la CAF. Cette annonce était attendue depuis la polémique liée à la VAR qui a empoisonné la finale retour de la Ligue des Champions entre l'Espérance de Tunis et le Wydad Casablanca fin mai. Et on se rappelle, dans une décision inédite, la CAF avait tranché pour faire rejouer ce match que les Marocains excédés avaient quitté en cours de match donc pour une panne de la VAR qui aurait dû valider un but refusé pour une position de hors-jeu. Et puis, cette bonne nouvelle pour le Cameroun, Mohamedou l'annonçait tout à l'heure, le Cameroun a battu in extremis la Nouvelle-Zélande 2-1 et s'est qualifié et arraché donc son ticket pour les huitièmes de finale du mondial féminin. À l'ultime seconde, Ntchouch Njoya a marqué un but salvateur pour le Cameroun à la suite d'une série de dribbles déroutants. Les Lions terminent donc troisième du groupe E, derrière les Pays-Bas et le Canada. Elles ont été repêchées parmi les 4 meilleures troisièmes pour disputer donc les huitièmes de finale. Bon, on va donc à ces Lions. Et pour finir, nous parlons du football comme moyen de rapprochement des communautés de réfugiés. Ici, à Washington, Journée mondiale des réfugiés oblige. Dans une école secondaire de la place, des enfants réfugiés ou issus de parents réfugiés se sont donnés à cœur joie à une séance de match de football organisée par l'association One Journey. June So a assisté à la rencontre. Voici son reportage que j'ai repris pour vous. Ces enfants et adultes sont venus d'horizons divers. Leur histoire commune, ils sont tous soit réfugiés, soit issus de parents réfugiés. Dans le football, ils trouvent un moyen d'expression et de communion par-delà leurs divergences. Quand je suis venu dans ce pays, j'ai commencé à jouer au football depuis l'année dernière. J'ai rencontré des amis venant d'Afrique et d'autres pays. Le football me rend heureux. La première journée annuelle de football pour les réfugiés a été organisée par l'association One Journey en collaboration avec d'autres groupes. Aujourd'hui, nous avons des gens réfugiés issus de la communauté des réfugiés ainsi que des membres de la communauté en général qui se réunissent pour jouer ensemble. Le but de tout cela est de rassembler les gens de sorte à leur montrer leur humanité commune à travers l'amour du football. L'un des groupes partenaires de One Journey est l'association Change Experience Through Sport. Son fondateur, Serena Fright, s'occupe de 40 enfants réfugiés. Le football traverse les barrières culturelles. Il rassemble les gens, les jeunes en particulier. Les enfants proviennent de différentes cultures. Si un ballon de foot est en face d'eux, il devient alors leur langage commun. Un autre groupe communautaire à but non lucratif, District Sport, et l'équipe de football du championnat américain basée à Washington, DC United, unissent leurs efforts pour apporter leur soutien aux communautés de réfugiés. Nous sommes vraiment heureux d'avoir notre mascotte et un de nos joueurs ici. Nous accueillons chaleureusement ces réfugiés dans notre communauté et dans notre ville. Les organisateurs estiment à 200 le nombre de personnes ayant pris part à la rencontre inaugurale. Voilà donc pour les sports. On se retrouve demain. Merci bien Yacouba et encore une fois félicitations à ces Camerounaises. Voilà, point final à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. Merci à toute l'équipe qui se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée. À demain.